Bonjour à tous. Bonjour Denis. S'il y a bien une épreuve d'immunité qui est importante, j'ai même envie de dire capitale pour la suite, c'est celle-ci. Comme vous le savez, ce soir, c'est le conseil. Quoi qu'il en soit, Victoria, le totem que vous avez remporté est remis en jeu. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est une épreuve où il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Vous allez devoir transporter l'eau présente dans ces bouteilles en haut de ces marches de la manière qui vous semble la plus astucieuse. Celui qui aura rempli son récipient au bout de 5 minutes sera immunisé au conseil et s'assurera sa place en finale. 3, 2, 1, partez! C'est terminé. On va voir maintenant qui a remporté cette épreuve. Marine, vous avez remporté cette épreuve d'immunité, ce qui vous assure une place en finale. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Je suis super contente. Franchement, gagner une épreuve à ce niveau-là de la compétition, c'est incroyable. Non mais attends, t'es une tricheuse. Je comprends pas pourquoi l'eau a traversé mon shirt et n'a pas traversé la tienne. C'est parce que le mien, il est hydrophobe. C'est quoi? C'est trop compliqué pour que je t'explique. Le mieux, c'est que tu regardes cette vidéo. Tout le monde a déjà constaté que l'eau pouvait se répartir différemment selon le support sur lequel on la dépose. Par exemple, un verre d'eau que l'on renverse sur la table donnera une sorte de flaque. Une chaussure imperméabilisée repoussera l'eau en la faisant glisser, ce qui permet qu'elle reste sèche. Alors que la rosée du matin laisse les gouttelettes d'eau sur les toiles d'araignée. Ce phénomène de la vie courante est appelé mouillage et dépend des propriétés du liquide, mais surtout de son support appelé substrat. Par exemple, prenons un solide en contact avec une goutte d'eau. On observe alors un angle entre la goutte et la surface, appelé angle de contact, on appelle θE, que l'on obtient par le bilan des forces au niveau de la ligne de contact. C'est le lieu d'intersection des trois interfaces. À l'équilibre, la somme des forces agissant sur la ligne est nulle. Ainsi, au niveau d'une ligne triple, solide, liquide, vapeur, ça sera l'air ici, on a l'équation suivante, et on obtient ainsi le paramètre d'étalement S. Lorsque ce paramètre est positif, le liquide s'étale totalement sur son support. C'est le mouillage total. A l'inverse, lorsque ce paramètre est négatif, la goutte ne s'étale pas entièrement et fait un angle avec la surface. C'est ce qu'on appelle le mouillage partiel. En effet, il existe trois grands types de surfaces pour le mouillage partiel. Les surfaces hydrophiles, pour lesquelles une goutte aura un angle d'équilibre inférieur à 90 degrés. Le second type, les surfaces hydrophobes, on obtiendra cette fois un angle supérieur à 90 degrés. Et enfin, le dernier type de surface, les surfaces super hydrophobes, pour lesquelles on obtiendra un angle supérieur à 150 degrés, le plus grand angle. Mais l'angle d'équilibre dépend de la taille de la goutte et de la façon dont on la dépose, ce qui n'est pas très précis. Effectivement, mon cher Yanis, toutes ces informations ne suffisent pas pour bien déterminer les propriétés de mouillage des surfaces, car elles n'apportent pas assez de précision. Dans ce cas, nous allons utiliser une nouvelle méthode de mesure qui est l'hystérésis. Il s'agit de la différence entre l'angle d'avancer et de reculer. Pour mesurer ces angles, on dépose une goutte sur un plan incliné et on modifie l'inclinaison jusqu'à ce que la goutte ne glisse. Les angles d'avancer et de reculer, ce sont les angles juste avant que la goutte ne bouge. Un autre aspect qui entre en jeu est la présence de rugosité. Il s'agit de toutes les imperfections présentes sur une surface. Si on pose une goutte sur une surface contenant beaucoup de rugosité, la goutte glissera facilement car l'hystérésis est petite. Par contre, si une surface contient peu de rugosité, alors la goutte s'infiltrera entre les rugosités. De ce fait, elle reste accrochée à la surface même si on la retourne, car l'hystérésis est grande. À présent, nous allons voir comment rendre une surface super hydrophobe. On va ici vous présenter deux façons de créer des surfaces super hydrophobes. La première, elle est réalisée en laboratoire, dans ce qu'on appelle des salles blanches, c'est-à-dire des salles qui sont protégées, dans lesquelles on peut gérer précisément le niveau des poussières, la température et l'humidité par exemple.
Pour intensifier les propriétés de mouillage d'une surface, on utilise un réseau de micropiliers. Par exemple, mettre des micropiliers sur une surface hydrophile va la rendre super hydrophile, ou alors disposer sur une surface hydrophobe, ils la rendront super hydrophobe. Pour fabriquer ces réseaux, on utilise une méthode qui est la photolithographie. C'est-à-dire, tout d'abord, on applique une résine sur un substrat, par exemple du silicium. On expose ensuite cette résine à une radiation lumineuse en utilisant un masque qui est formé de zones opaques et transparentes à l'échelle macroscopique, qui permet de définir le motif qu'on veut reproduire. Ensuite, on dispose le matériau dans un liquide. Ainsi, la partie de la résine qui est non exposée aux UV va se liquéfier et on va obtenir le réseau de micropiliers. On peut aussi répliquer ce réseau. Par exemple, on peut faire un moule PDMS à partir du réseau que l'on a obtenu et l'utiliser pour en créer de nouveaux. On peut aussi rajouter sur ceci des molécules à l'échelle nanoscopique qui permettent d'accentuer encore plus les propriétés super hydrophobes de la surface. La deuxième méthode consiste en l'utilisation d'un spray. Le spray va former sur la surface où il est projeté des nanorugosités qui empêchent que les gouttes d'eau n'adhèrent. Comme nous l'avons vu précédemment, la goutte sera posée sur les rugosités et ne s'accrochera pas sur la surface. Elle pourra y glisser. À quoi sert l'hydrophobie? L'hydrophobie présente de nombreux avantages pour l'homme. D'ailleurs, certains éléments présents dans la nature sont eux-mêmes hydrophobes. L'exemple le plus connu, le lotus. Les feuilles du lotus sont horizontales à la surface de l'eau. Donc s'il pleut et que trop d'eau tombe sur la feuille, elle finirait par se retrouver sous l'eau à cause du poids des gouttes accumulées. Mais grâce à ses propriétés super hydrophobes, ces feuilles repoussent l'eau, ce qui permet à la feuille de ne pas couler. Et en plus, l'eau en glissant attrape les poussières qui pourraient s'accrocher à la feuille. C'est un auto-nettoyant naturel. Le lotus n'est pas la seule plante à avoir des propriétés hydrophobes. Par exemple, le cotinus, que vous pouvez observer, dispose des mêmes propriétés auto-nettoyantes. Les plumes du canard sont super hydrophobes et démouillent instantanément. En effet, l'eau ne rentre pas directement en contact avec la peau. Entre la surface des plumes et le corps se maintient une couche d'air qui assure l'isolation thermique et contribue à la flottabilité. Donc, les surfaces super hydrophobes présentent des propriétés anti-adhésives étonnantes. Elles présentent notamment des propriétés anti-salissure, anti-buée et anti-givre. Et elles permettent aussi de limiter la friction liquide sur ces substrats. Et donc, c'est des surfaces qu'on va pouvoir utiliser dans des applications très diverses, dans de nombreux domaines du quotidien. Donc, on les utilise notamment en automobile, donc aussi bien pour traiter les pare-brises des voitures, pour évacuer plus facilement l'eau, que sur les phares anti-buée. On va s'en servir aussi sur les ailes des avions pour limiter le givrage, mais aussi sur des coques de bateaux pour empêcher les micro-organismes de venir adhérer sur la coque, qui provoqueraient en fait des dégâts sur la coque. Donc c'est vraiment des surfaces qu'on utilise beaucoup et qui ont un potentiel important dans plein d'applications pratiques. Voilà. Donc c'est très important d'étudier leur mouillage. Jusqu'à présent, nous avons étudié le comportement des gouttes statiques. Mais que se passe-t-il si on les met en mouvement? C'est ce que nous allons voir en observant leur chute. Une goutte réagira différemment suivant les surfaces. On verra les différences entre une goutte tombant sur un wafer de silicium, qui est une surface atomiquement plate, une surface super hydrophobe, couverte de micropiliers fabriqués en salle blanche, qui a une faible hystérésis, et une surface hydrophobe traitée avec un spray, mais qui a une forte hystérésis. Dans le cas du wafer, la goutte s'étale beaucoup et revient, avec un angle de reculé petit, jusqu'à reformer une calotte sphérique en régime statique. Dans le cas du verre traité avec un spray, dans un premier temps, la goutte s'étale beaucoup, mais la ligne de contact ne peut pas reculer et elle se déstabilise en formant plusieurs gouttes. Dans le cas de la surface fabriquée en laboratoire, le rayon d'étalement est plus petit. La goutte revient avec un angle plus grand, puis forme un cylindre qui se déstabilise en gouttes qui retomberont plus tard. Maintenant, nous allons nous intéresser à la surface super hydrophobe avec faible hystérésis. Nous allons lâcher une goutte à différentes hauteurs, croissant de la gauche vers la droite. Pour observer le rayon d'étalement de la goutte, nous avons posé la caméra avec un angle de 45 degrés. Vous voyez que le rayon maximal augmente avec la hauteur. L'impact d'une goutte dépend de sa taille, puisque nous avons vu que les petites avaient rebondi et que les grandes s'étaient d'abord étalées puis oscillées.
Un haut-parleur transforme un signal électrique en un signal mécanique. Il est composé d'une mobile de fil conducteur, d'un aimant permanent qui entoure la bobine et d'une membrane oscillante qui, lorsqu'elle est en mouvement, transmet les vibrations mécaniques aux molécules d'air environnant. Le nombre d'allers-retours de la membrane définit la fréquence du son émis, qui est le nombre de vibrations par seconde et qui se mesure en Hertz. Plus le son est aigu, plus la fréquence est grande, plus la membrane oscille, ainsi les mouvements seront de faible amplitude. A l'inverse, plus le son est grave, plus la fréquence est petite, et moins la membrane oscille, ainsi les mouvements seront de grandes amplitudes. Nous allons à présent voir comment se comporte une goutte d'eau sur les différentes surfaces vibrées. Pour cela, nous allons fixer un cylindre sur le contour de la membrane sur laquelle nous allons déposer notre surface, afin que les vibrations produites par le haut-parleur soient entièrement communiquées à la surface. L'observation des gouttes lors de ces vibrations sera caractérisée par un certain nombre de nœuds, absence de déformation, et ventre, maximum de déformation propre à chaque oscillation. En jouant sur la fréquence et l'amplitude avec le générateur basse fréquence, nous pouvons exciter différents modes de vibration. En voici un. On peut voir que le rayon d'étalement de la goutte se modifie. En voici un autre. Ici, il y a des déformations différentes. On voit des déformations en triangle, en étoile et en carré. Nous avons aussi filmé de profil pour changer de point de vue. On voit que les gouttes se redressent puis s'affaissent. L'intérêt des surfaces vibrées dans mon domaine, il y en a beaucoup. Alors on peut en citer 3. Le premier, c'est que c'est une méthode de mesure, c'est-à-dire qu'on peut exciter une goutte en fonction de l'amplitude, de la fréquence. On va pouvoir déterminer des propriétés du liquide, la tension de surface, la viscosité, ou des choses un peu plus complexes. Ça peut servir aussi dans des applications de tests médicaux, dans ce qu'on appelle la microfluidique de gouttes déposées. On va avoir des systèmes, on va pouvoir appliquer des forces magnétiques, électriques et de vibration, et souvent au moins 2 d'entre elles en même temps. On va pouvoir déplacer des gouttes, faire des réactions chimiques, faire des tests sur ces gouttes grâce au déplacement des gouttes, et ce déplacement réalisé à l'aide des vibrations. La troisième chose qu'on peut citer, c'est l'atomisation. Donc c'est un principe de fabrication de spray, c'est-à-dire un petit nuage de petites gouttelettes qu'on arrive à obtenir en faisant vibrer à la bonne fréquence et à grande amplitude une goutte peut être atomisée en des milliers de petites gouttes, et donc ça s'utilise industriellement. Voilà. Bonsoir à tous, c'est un conseil sous tension ce soir. Suite aux révélations de tricherie de Marine, c'est vous, elle a dit, qui l'a emporté. Alors, gagner une épreuve d'immunité à ce stade de l'aventure, qu'est-ce que ça vous fait? Moi je pense que les tricheurs n'ont pas leur place dans l'aventure. Je pensais pas qu'elles seraient capables de faire ça. Moi je trouve pas ça justifié parce que Denis a dit qu'on pouvait utiliser la méthode qu'on voulait. J'ai utilisé la mienne, ça vous plaît pas, c'est la même chose. Elle a dit, vous êtes le premier à les voter. Avant de procéder au dépouillement, est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer maintenant? Oui Denis. Ah! Marine. 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 Déjà 3 bulletins contre vous, Marine, qui ne serviront à rien. Ce bulletin peut déjà être décisif. Victoria, prenez votre sac et venez me rejoindre. Victoria, les aventuriers de la tribune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
Si vous aussi vous voulez participer à la prochaine saison de Koh-Lanta, vous pouvez re-regarder cette vidéo, elle vous sera indispensable pour comprendre l'hydrophobie des surfaces et gagner les épreuves. Lâchez un pouce bleu.